Bonjour à tous, merci pour votre invitation. Cet après-midi, nous serons deux intervenants. J'ai mon collègue également, Albin Perroni, qui sera avec nous également pour cette présentation. Voilà, pour nous présenter en quelques secondes, la DREAL, c'est la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement. Alors, les entreprises connaissent surtout les aspects ICPE, installation classée et le service des risques à l'Adréal. Nous, en ce qui nous concerne, Albin et moi, faisons partie d'une mission qui s'appelle Mission Énergie et Changement Climatique, qui a deux objectifs, deux types de missions. Des missions de type plutôt instruction liées au code de l'énergie. Donc ça va concerner par exemple les lignes électriques, les attestations de biogaz pour les unités de méthanisation, mais également tout un volet d'animation des politiques publiques autour des énergies et du climat. Donc on appartient à cette mission qui est un peu transversale au sein de l'Adréal. Nous on ne s'occupe pas, je dirais, du côté risque et ICPE que vous connaissez sans doute un petit peu mieux. On a décidé, enfin quand Philippe Loisic nous a contactés, il nous a contactés essentiellement pour avoir un petit peu les actualités réglementaires liées au projet de loi énergie, enfin climat et résilience, qui a été adopté en première lecture déjà à l'Assemblée nationale début mai, et qui va passer ensuite au Sénat. Donc nous, il nous a semblé intéressant d'élargir un petit peu le débat, voilà, en prenant un petit peu de hauteur pour remettre un peu ce projet de loi un peu dans son contexte et prendre un petit peu de hauteur et redonner du sens à ce projet de loi. Oui, donc comme je disais, on a décidé finalement d'ouvrir un petit peu le spectre de notre présentation pour parler vraiment de transition bas carbone, pour remettre un petit peu toute cette réglementation dans son contexte. Et on a souhaité aborder cette transition bas carbone sous deux aspects. D'abord, les défis que ça implique de relever, ce qui va expliquer aussi voilà, les objectifs qui sont fixés dans le cadre réglementaire, mais aussi le côté positif finalement de cette transition avec les opportunités qu'elle présente, notamment pour les entreprises. Donc sur les aspects défis, déjà, voilà, vous êtes en grande partie tous déjà des experts. Voilà, on est confronté au changement climatique qui va avoir un impact notamment économique et pour les entreprises assez important. Il y a le CDP qui fait régulièrement des questionnaires, des enquêtes sur l'évaluation des impacts environnementaux, les impacts climatiques sur les entreprises, et qui a sorti une étude il n'y a pas très longtemps qui interrogeait donc les 215 plus grandes entreprises mondiales, qui estimaient environ à 1000 milliards de dollars sur les 5 prochaines années l'impact de ce changement climatique, aussi bien lié aux catastrophes un peu extrêmes auxquelles on peut penser, les inondations, les incendies, etc., mais également le coût de la transition. Oui, donc je disais que le coût lié au changement climatique a été évalué autour de 1000 milliards de dollars par ces 215 grandes entreprises mondiales, et que effectivement, ça pose des questions sur ce que doivent faire les entreprises. Effectivement, ça pose des questions au niveau de la résilience des infrastructures liées à ces événements un peu extrêmes, mais pas que. Ça pose aussi le problème des fournisseurs, des chaînes d'approvisionnement quand on est dans une économie mondialisée. Ça pose des problèmes d'assurance. Il y a le PDG d'AXA qui disait récemment que plus 4 degrés, un monde à plus 4 degrés serait complètement inassurable. Donc c'est vrai que ça pose un certain nombre de questions. Donc cette question du changement climatique, elle a été vraiment révélée
de façon plus importante lors de la COP 21 et à l'accord de Paris, qui a quand même rassemblé 195 États signataires avec un engagement pour limiter ce réchauffement climatique en dessous de 2 degrés et si possible 1,5 degré d'ici 2100. Et on commence déjà à parler en 2015 de neutralité carbone avant la fin du siècle. Donc, dans pas mal de pays du monde, on a réfléchi à des actions possibles, effectivement, pour essayer de réguler les émissions de CO2. Et là, on vous a mis une carte, en fait, pour vous montrer que la tarification du carbone, que ce soit des taxes carbone, là, c'est les parties en rouge, ou des systèmes de quotas de CO2, comme on peut connaître en Europe, ce sont des systèmes qui sont quand même de plus en plus répandus dans le monde. Là, vous voyez tous les pays qui sont concernés par un système de régulation par tarification du carbone. Donc, il y a 31 territoires, on va dire, où une taxe carbone est en vigueur et à peu près 30 territoires où il y a des systèmes de quotas, parfois en cumulant les deux dispositifs. Il y a de plus en plus de pays qui mettent en place des taxes carbone ou des systèmes de quotas. En 2020, par exemple, on a le Canada, l'Afrique du Sud ou Singapour, par exemple. Alors, avec des secteurs qui sont couverts assez variables, hein. En France, par exemple, on a une taxe carbone sur les énergies, sur les combustibles. Ailleurs, ça peut être sur d'autres domaines, les transports, le résidentiel, etc. Donc tous ces territoires, en fait, ça représente à peu près 60% du PIB mondial en production, avec des prix du carbone qui sont très variables, entre moins de 1 euro à 123 euros. Enfin là, je mets en euros, en fait, 100 dollars la tonne. Donc ça, c'est assez variable. Et ce qui est très probable, c'est qu'effectivement ce système un peu de taxation des émissions de gaz à effet de serre s'étende et que les prix du carbone augmentent à l'avenir. Donc là, je vous ai mis un tableau, alors qui est illisible, hein, peu importe, mais on vous a mis un peu la liste des pays en rouge ici, ceux qui ont une taxe carbone, et en bleu, ceux qui ont un système de quotas CO2, avec les secteurs d'activité qui sont concernés par ce système de taxation du carbone. En fait, c'était vraiment pour vous montrer que dans le cadre voilà, des échanges entre entreprises, voilà, ça touche quand même un grand nombre de pays, cette histoire de taxe carbone. Mais qu'évidemment, ça n'est pas le seul outil qui est mis en place et que de plus en plus, les pouvoirs publics, dans le cadre notamment de leurs engagements COP21, réfléchissent à des dispositifs réglementaires pour essayer de limiter ces émissions de carbone. Au niveau européen, évidemment, on a les trois piliers de ce qu'on a appelé le paquet énergie-climat. Donc, on a ce marché carbone européen à travers les quotas qui s'appliquent uniquement aux producteurs d'énergie et à certaines entreprises industrielles. On a ce qu'on appelle le partage de l'effort. Là, on va y revenir parce que c'est un élément important en termes de traduction réglementaire dans les pays européens notamment, où on doit finalement fixer des budgets carbone par secteur d'activité, que ce soit pour le transport, le bâtiment, l'agriculture, l'industrie, on aura des budgets carbone à respecter. Et enfin, le troisième volet, ça concerne les puits carbone, le stockage de carbone avec des politiques de préservation des terres et de la forêt notamment. Donc là, je vous ai mis un petit arbre, alors qui n'est pas forcément hyper lisible non plus, mais c'est un peu un regroupement des actions principales de l'Union européenne. On voit que ça touche un peu tous les domaines, l'industrie, l'énergie, le transport, mais aussi la finance. On va le voir aussi dans le cadre des investissements. L'attention portée au climat est de plus en plus prégnante.
Donc ça, c'est aussi un paramètre à prendre en compte pour les entreprises en recherche d'investisseurs. Donc ces 3 piliers, paquet énergie-climat de l'Europe vont être vraiment les fondements de nos réglementations nationales. On a cité évidemment le pacte vert européen, le Green Deal, qui fixe comme objectif une diminution de moins 55% des gaz à effet de serre d'ici 2030 et en mettant sur la table 1000 milliards d'euros d'ici 2027 pour cette transition bas carbone. Dans les évolutions à venir, il est question, alors c'est pour ça qu'on a mis des points d'interrogation évidemment, il est question d'élargir ce système de quotas de CO2. Pour l'instant, je le répète, ne concerne que les secteurs de production d'énergie et certains industriels. Il est question donc d'élargir ce système des quotas au transport routier et au bâtiment. Donc ça, c'est une réflexion qui est en cours au niveau européen. Autre réflexion dont vous avez sans doute entendu parler, c'est la taxonomie verte, qui est une sorte finalement de codification ou de classification des activités économiques selon leur durabilité et selon leur impact sur le climat. Donc il y aura une sorte de liste, un peu de cotation des activités économiques. Donc il y a à peu près 70 activités qui ont été répertoriées, qui vont faire l'objet d'une sorte de cotation pour pouvoir orienter les flux d'investissement, donc de pouvoir guider et éclairer le choix des investisseurs dans les activités économiques à soutenir pour essayer d'orienter vraiment les flux financiers vers les activités qui soient compatibles avec les objectifs de la COP 21. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est en cours au niveau européen. Au niveau français, on a les piliers, je peux dire, de la transition bas carbone en France. Ça s'articule autour de 2 documents principalement. Alors, je vous ai pas parlé avant des lois climat. Donc, il y a la loi climat de 2015 et une autre loi climat en 2019. Donc, ces 2 documents ont initié finalement la stratégie française pour l'énergie et le climat. C'est la stratégie nationale bas carbone, qu'on appelle la SNBC, qui est vraiment la feuille de route en France pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2050. Pour rester dans l'objectif de la COP 21, c'est vraiment la réponse à notre engagement COP 21. Il y a la demande européenne du pacte. C'est donc de contenir le réchauffement à 2 degrés maximum et si possible 1,5 degré. Donc la stratégie nationale bas carbone, c'est vraiment un élément fondateur. Et ensuite, un autre document dont je parlerai peu, c'est la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui trace en fait pour les années à venir l'avenir énergétique de la France. Donc ça va parler de mix énergétique, c'est là où on va retrouver l'objectif de diminution de la part du nucléaire par exemple, ou du développement des énergies renouvelables. Donc là, ce sont les 2 documents vraiment fondateurs. Et les objectifs, les 2 grands objectifs qui sont affichés notamment dans la stratégie nationale bas carbone, c'est l'atteinte de la neutralité carbone en 2050. Alors, qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire neutralité carbone en 2050? Ça veut dire que en 2050, tout ce qui est émis sur notre territoire en termes de gaz à effet de serre doit être en mesure d'être absorbé finalement par essentiellement les écosystèmes, la forêt, les sols, etc. Donc par le puits carbone. C'est-à-dire qu'il y a un équilibre parfait entre ce que l'on peut émettre et ce que la nature en gros, est capable d'absorber, avec sans doute un besoin un peu marginal de procédés plutôt industriels de capture et de stockage de carbone. Mais on compte essentiellement sur les puits naturels d'absorption des gaz à effet de serre. Et ça aussi, ça aura une conséquence en termes, on en parlera notamment
de préservation des sols naturels et des sols agricoles. Donc, ça aura une influence sur l'urbanisation notamment. Et puis, le deuxième objectif, c'est réduire l'empreinte carbone, c'est-à-dire pas seulement ce qu'on émet sur notre territoire, mais aussi tout ce qui est lié notamment aux importations. Notamment pour les entreprises, c'est un paramètre important puisque les importations, c'est une bonne partie de l'empreinte carbone de ce que l'on produit. Pour rentrer un petit peu dans le détail de la stratégie nationale bas carbone sur les principaux secteurs d'activité qui sont concernés par la stratégie bas carbone, donc il y a le secteur du bâtiment, puisqu'en 2050, on a l'objectif très ambitieux, c'est pour ça qu'on parle un peu des défis à relever, c'est que en 2050, il y a une décarbonation complète du secteur du bâtiment. Donc ça implique qu'il y a vraiment une isolation vraiment performante de ces bâtiments, qu'on a aussi rénové les bâtiments anciens, qu'il y a des nouvelles réglementations qui arrivent, qui sont déjà en place là, en 2020 sur la réglementation thermique des nouveaux bâtiments. Ça veut dire aussi qu'on agit sur les chauffages, sur les modes de chauffage, avec plus d'électricité et plus de chaleur renouvelable. Donc voilà, tout ça, c'est un impact évidemment sur tout le secteur du bâtiment. Autre secteur très impacté par ces stratégies bas carbone, c'est le domaine des transports, puisque là aussi, on vise en 2050 une décarbonation complète du secteur des transports. Donc là aussi, ça passe par, pour les véhicules légers, par une électrification finalement, plutôt, donc le véhicule électrique ou les véhicules hybrides rechargeables. Et pour les véhicules lourds, ça passe par des nouvelles formes, des nouveaux carburants comme le gaz, les biocarburants, voire l'hydrogène pour certains transports. Donc là aussi, une ambition très forte en matière de transport avec des impacts effectivement à la fois sur les véhicules eux-mêmes avec des technologies un peu nouvelles, sur les carburants, sur les infrastructures de recharge aussi, tout ça, donc avec une ambition pour 2050. Pour l'industrie, effectivement, on parle aussi d'industrie bas carbone. On va parler aussi finalement d'électrification de l'industrie en changeant les modes d'énergie, d'approvisionnement en énergie. Et pour la chaleur, de valoriser la chaleur renouvelable, donc notamment via la biomasse, les réseaux de chaleur, la chaleur fatale, avec donc un objectif en 2050 qui est de baisser de 80% les gaz à effet de serre. Donc là aussi un défi assez important. Donc avec effectivement, comme je disais, vraiment l'accent mis sur une électrification de ce qui peut l'être en grande majorité. Donc là, pour la SNBC, je vous ai parlé que de ces trois secteurs d'activité, puisque ce sont ces trois secteurs qui concernent plutôt qui peuvent concerner les entreprises, mais également d'autres objectifs, notamment sur l'agriculture qui est concernée. Sur l'aspect programmation pluriannuelle de l'énergie, je n'ai pas détaillé cet aspect-là, simplement rappeler un peu les grands objectifs. La sobriété énergétique, au niveau chez Horace, vous êtes bien placé pour savoir voilà, que c'est important, que c'est la première chose à faire avant de parler changement d'énergie ou autre, c'est déjà de faire en sorte de consommer moins. L'objectif 2 qui est très affirmé, c'est l'abandon, enfin, réduire et voir l'abandon de certaines énergies fossiles. Donc c'est notamment l'arrêt des centrales au charbon, réduire donc l'utilisation des carburants fossiles notamment.
L'objectif 3, donc, c'est diversifier notre mix énergétique. Actuellement, on est à peu près à 72-75% d'énergie nucléaire. Donc l'objectif à 2035, c'est d'arriver à 50% et en parallèle de développer l'énergie éolienne, l'énergie solaire, la chaleur renouvelable. Donc voilà, des objectifs précis qui sont notifiés dans cette PPE. Et les objectifs 4 et 5, ça va dans le sens de montrer que la transition énergétique peut aller aussi dans le sens du développement de l'emploi et de renforcer le pouvoir d'achat, notamment en diminuant le budget des dépenses énergétiques des ménages ou des entreprises. Donc voilà un petit peu pour le cadre réglementaire existant. Donc qui est vraiment la stratégie nationale bas carbone, c'est vraiment l'élément fondamental des politiques énergie-climat actuellement en France. Ça donne un peu la tendance et le mouvement de fond vers lequel on se dirige. Donc depuis 2020, il y a eu aussi d'autres réflexions en cours suite, je dirais, voilà, à cette tentative de taxe carbone et le mouvement des Gilets jaunes. Le gouvernement avait mis en place une convention citoyenne pour le climat, avec comme objectif donc de faire des propositions, des recommandations un petit peu concrètes qui puissent toucher un peu le quotidien des citoyens, mais aussi des entreprises, pour accompagner cette stratégie bas carbone, cette transition bas carbone. Donc cette convention citoyenne donc s'est réunie depuis octobre 2019 et en 2020, donc en juin 2020, donc il y a eu une présentation des propositions de cette convention citoyenne pour le climat. Ensuite, je vous ai passé quelques étapes, mais en gros, donc il y a eu également donc un conseil de défense écologique en juillet 2020 qui a examiné, qui a retenu ou pas les propositions de cette convention. Une concertation avec les parties prenantes à l'automne 2020. Et ici, donc, présenté cette année en 2021, un projet de loi qui s'appelle le projet de loi climat et résilience, sur la base de ces propositions de la Convention citoyenne. Donc, ce projet de loi a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 4 mai de ce mois. Et donc, il poursuivra son parcours législatif avec une lecture au Sénat prévue au mois de juin. Et puis après, on verra s'il y a beaucoup de modifications qui sont proposées. Donc, voilà. Donc, ce que je vous présente là, c'est vraiment le projet tel qu'il a été adopté pour l'instant à l'Assemblée nationale. Donc, ça ne veut pas dire que voilà, tout sera adopté sans changement et que voilà, tout sera en vigueur tout de suite. Et de toute façon, s'agissant d'une loi, il faudra attendre un certain nombre de décrets qui vont préciser les choses, qui vont détailler un petit peu les modalités d'application de ces différentes actions. Donc sur ce projet de loi climat résilience, donc il y a plusieurs titres, plusieurs parties qui concernent en fait qui ont repris les différentes réflexions de la Convention citoyenne, donc qui portent les mêmes titres que les groupes de travail de la Convention. Donc il y a plusieurs titres, il y a 5 titres principaux sur consommer, produire et travailler, se déplacer, se loger, se nourrir. Et ensuite, il y a 2 titres que je ne développerai pas aujourd'hui. Il y a un titre qui a été ajouté par l'Assemblée nationale, qui est le titre 7, sur l'évaluation justement de la mise en œuvre de cette loi climat résilience. Il devra être faite une évaluation régulière sur l'efficacité des mesures. Il devra être présenté à l'Assemblée nationale régulièrement. Et un titre 6 qui renforce finalement la protection judiciaire de l'environnement. Vous savez qu'à un moment donné, dans le débat public, on parlait d'introduire la notion de écocide
Donc ce titre-là a vocation effectivement à renforcer finalement les sanctions sur les actions qui vont, qui ont un impact important sur l'environnement. Donc pour illustrer un petit peu cette loi climat résilience, j'ai repris un petit peu quelques mesures qui pourraient concerner les entreprises. Donc je n'ai pas repris toutes les propositions de cette loi, hein, notamment celles qui concernent les citoyens que nous sommes. Hein. Là, j'ai essayé de reprendre uniquement quelques mesures qui pourraient interpeller les entreprises. Donc sur le titre 1, il y a la proposition de création d'une étiquette environnementale qu'on appellerait l'éco-score pour tous les biens et services qui seraient consommés par les Français. Donc qui pourrait donner le reflet de l'impact climat des produits qui sont vendus. Alors ça concernera pas tous les secteurs d'activité, mais il y en a quelques-uns qui sont ciblés pour le moment. Donc ce serait à effet immédiat en fait pour l'automobile et l'électroménager, et sans doute des délais un petit peu progressivement pour d'autres secteurs d'activité. Il y a également un gros point autour de la publicité, donc l'interdiction de la publicité pour tout ce qui est énergie fossile. Donc on pourrait pas faire de pub pour vendre du gaz par exemple, des abonnements gaz. Et aussi pas mal de mesures pour réguler la publicité, justement avec cette étiquette climat qui serait obligatoire dans les publicités pour certains biens. Et également une lutte contre le greenwashing, donc en ayant une régulation du CSA notamment sur les affirmations un peu trop green sur certains produits qui ne seraient pas avérés en fait. Donc voilà pour le titre 1. Après voilà, je n'ai pas détaillé les autres mesures qui concernent plus les citoyens, par exemple l'évolution sur les ventes en supermarché par exemple, où il y aurait 20% de la surface qui serait consacrée à la vente en vrac par exemple. Ça pourrait aussi concerner les entreprises puisque ça conditionne aussi par exemple le type d'emballage ou des choses comme ça pour des biens de consommation. Donc voilà pour le titre 1, consommer. Le titre 2, donc c'est produire et travailler. Donc il y a un gros point autour de la commande publique. La commande publique, c'est quand même 8% du PIB national. Donc l'idée, c'est de donner aussi de la valeur écologique aux offres dans le cadre des appels d'offres publics. Donc d'avoir des critères, un peu plus de critères sur la valeur écologique de ce qui est proposé en termes de commande publique. Ensuite, il y a également, j'ai mis quelques actions qui me semblaient plus parler aux entreprises. Donc, c'est la transition écologique qui devient aussi une thématique qui relèverait du dialogue social dans l'entreprise. Et également une mesure que vous connaissez déjà en partie à travers le décret tertiaire, et donc qui sera réaffirmé et renforcé dans ce projet de loi sur l'exploitation finalement des toitures des bâtiments des entreprises, soit pour stocker du carbone à travers la végétalisation, soit à travers des panneaux solaires notamment pour produire de l'énergie solaire. Donc là, le seuil serait abaissé pour les nouveaux bâtiments ou pour les bâtiments anciens qui ont des grosses rénovations. Le seuil passerait de 1000 m² à 500 m² pour cette obligation. Et ensuite, donc, il y a également une mesure prévue pour étendre les catégories de production pour lesquelles les fabricants doivent conserver des pièces détachées pendant 5 ans. Donc, il y a déjà un certain nombre de secteurs qui sont concernés, par exemple l'automobile, l'électroménager, l'informatique, le médical. Donc là, l'idée, c'est d'étendre notamment à tout ce qui est engins de déplacement motorisés, les engins de bricolage, de jardinage, par exemple.
Voilà, pour produire et travailler. Sur le titre 3, se déplacer. Donc il y a pas mal de mesures autour du transport routier de marchandises, avec l'idée d'inciter au verdissement des parcs de transport, des poids lourds, etc. On reparle de rééquilibrer la taxe gazole pour les professionnels par rapport à ce qui se fait déjà pour les individuels, enfin pour les citoyens. Et enfin, donc, la prise en compte aussi des émissions du transport dans la déclaration extra-financière pour les entreprises qui sont concernées. Et puis aussi sur les déplacements, des limitations de circulation routière dans les villes de plus de 150 000 habitants, et également sur les vols intérieurs qui pourraient être limités s'il y a des alternatives en train, par exemple, qui font moins de 2h30. Donc là aussi, à voir, je pense qu'il y aura des décrets qui vont préciser un petit peu les choses. Titre 4, c'est se loger. Je vous parlais tout à l'heure des puits carbone et de pourquoi on va aller de plus en plus vers une limitation de l'urbanisation. Parce que justement, voilà, il faut préserver nos écosystèmes, donc aussi bien zones naturelles, zones agricoles, zones forestières, pour justement préserver ces puits carbone et pouvoir aussi s'adapter au changement climatique, parce qu'on sait que ce sont des puits, un peu des poumons qui nous permettent aussi d'avoir des zones un peu plus fraîches, notamment en ville. Donc là aussi, il y aura des mesures un peu plus restrictives sur la construction de nouveaux centres commerciaux, de nouveaux entrepôts, des mesures également sur la désimperméabilisation de certaines zones, des parkings, des choses comme ça, et des renforcements des zones de protection, de la protection de zones naturelles. Effectivement, si dans le cadre de votre entreprise, par exemple, vous avez des extensions ou des constructions nouvelles, c'est un point qui est vraiment important. C'est un point qui est souvent mal compris. Pourquoi on limite l'urbanisation? Mais voilà, c'est aussi dans cet esprit de transition bas carbone et de limitation des gaz à effet de serre. Et puis enfin, on retrouve très classiquement les programmes de rénovation des logements et des bâtiments. Le titre 5, se nourrir. Alors j'ai mis juste 2 points qui peuvent concerner encore une fois les entreprises, et les restaurants d'entreprise qui vont être aussi concernés comme les restaurants d'entreprises publiques par des pourcentages de produits bio ou de qualité. Et puis enfin aussi un peu le ménage va être fait, on va dire, dans les labels commerce équitable. Il y a beaucoup de labels qui se prétendent commerce équitable, mais qui visiblement n'ont pas tout à fait les mêmes critères. Donc il y aura un peu une évaluation qui sera faite de ces labels. Donc voilà un petit peu le tour d'horizon de ce projet de loi climat résilience qui est dans les tuyaux. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si on réserve les questions en fin de séance. Oui, c'était sur les objectifs concernant l'industrie, page 10, voilà. Je prends un exemple, je ne sais pas s'ils sont là, mais imaginons que l'industrie en question, ce soit une production de pneumatiques. Est-ce que ça concerne simplement les utilités de l'usine pour fabriquer les pneumatiques, ou est-ce que les réductions de produits pétroliers, par exemple, ça concerne aussi les matières premières qu'on utilise pour fabriquer le pneu? Oui, alors j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que là on rejoint l'idée d'empreinte carbone, où effectivement il y a un certain nombre de produits les matières premières qui ne viennent pas forcément qui ne sont pas forcément sur place, qui ne sont pas forcément produites sur place. L'objectif que j'ai affiché, effectivement, ça concerne essentiellement les émissions directes de GES de l'entreprise.
mais via d'autres biais, via notamment l'empreinte carbone, l'entreprise sera forcément obligée de s'interroger aussi sur ses matières premières. Bien sûr, mais c'est dans un autre cadre, pas. Oui, alors quand je parlais SNBC, c'est vrai que j'ai peut-être pas trop détaillé, mais il y a aussi cette idée de réduire son empreinte carbone. Donc quand on parle de transition bas carbone, ça n'est pas uniquement sur la partie consommation d'énergie, c'est bien sur l'ensemble du process. Non, on est d'accord. Ok. Merci. Tu as posé la question sur les 1000 milliards de dollars, c'est ça? Oui, et quel était le chiffre en France, du coup, entre guillemets, de l'impact du changement climatique? Si tu me permets, Emmanuel, moi j'ai peut-être aussi des éléments, après, sans pour autant quantifier aussi précisément, mais en fait, si vous voulez, il y a un rapport assez intéressant de l'ACPR qui en fait a soumis un stress test au changement climatique à différents assureurs. Et en fait, il quantifie notamment le changement climatique à un impact de 30% sur le PIB d'ici 30 ans, quoi. Voilà. Donc allez voir, il y a un rapport assez intéressant de la CPR sur le sujet qui aborde ce sujet-là, l'impact sur le PIB et aussi l'impact sur les primes d'assurance, quoi. Et au niveau des assurances, toujours AXA par exemple, de donner des chiffres sur l'indemnisation qui était liée au phénomène climatique en France. C'était 30 milliards d'euros sur les 20 dernières années. Et là, il prévoit de multiplier par 2 pour les 20 prochaines années en France. C'est-à-dire qu'ils estiment à peu près à 3 milliards d'euros par an les indemnisations liées au phénomène climatique en France. Et là, on ne parle que de l'impact, je dirais, des phénomènes un peu extrêmes, alors qu'on sait bien que il faut pas forcément focaliser uniquement sur ces phénomènes extrêmes. On est bien dans un changement de longue haleine et qui se fait progressivement. Et c'est plus d'une transition un peu, une vraie transition dont on a besoin. C'est pas simplement une réaction au coup par coup, au phénomène extrême en fait. C'est bien une adaptation de long terme dont on a besoin et qui, elle, aura aussi un coût. Et merci. Alors, je sais que mon son est pas très... Je vais vous laisser continuer un petit peu. Voilà. Donc, après vous avoir présenté un petit peu les défis qui sont face à nous, avec donc ce contexte réglementaire qui vise justement à relever ces défis. Albin va vous parler plutôt du côté positif à voir dans cette transition bas carbone à travers un certain nombre d'opportunités qui se présentent notamment aux entreprises. Merci Manuel. Donc, bonjour à tous, j'ai pas eu le temps de vous dire bonjour tout à l'heure. Bon, Emmanuel m'a présenté tout à l'heure, donc je vais pas revenir dessus. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc après les défis qui peuvent exister et pris en compte dans la réglementation, je vais vous parler de différentes opportunités. Et en premier lieu, la chose la plus importante, c'est certainement la stratégie. Je vous recommande de lire, il y a des recommandations qui ont été données en amont des accords de Paris qui ont été finalisés par un rapport en 2017. Je vous ai mis les références en bas. C'est un rapport assez intéressant qui donne notamment certains points qu'il faut de vigilance au niveau des entreprises, notamment bien intégrer dans cette stratégie d'entreprise ce risque de changement climatique. Donc, par l'intermédiaire de différentes stratégies, on va dire avec mise en place de scénarios 2 degrés pour identifier les risques et les opportunités qui peuvent exister. Essayer de quantifier l'impact que peut avoir la stratégie d'investissement sur ces risques identifiés, la résilience de la stratégie d'entreprise,
C'est vraiment les points importants dans la stratégie qui ressortent de ce rapport. Et l'un des points importants, c'est aussi la gouvernance. Il faut absolument que la gouvernance s'empare du sujet du changement climatique et que ça ne reste pas forcément au niveau du responsable, on va dire, qualité, sécurité, environnement, mais vraiment bien que même les parties qui vont à la décision intègrent le sujet, quoi. Donc, voilà, une gestion des risques qui doit être quantifiée, évaluée, gérée et puis intégrée au sein de l'entreprise. Et puis après, il faut qu'elle soit suivie à travers différents indicateurs objectifs. Voilà. Et puis après, il y a tout un point qui est aussi très important, c'est la transparence. Cette transparence, elle a déjà, on peut déjà le constater dans les politiques qui actuellement, à travers notamment la déclaration de performance extra-financière. C'est un point très important qui permet de gérer le risque par exemple, pour l'exposer à des investisseurs ou des choses comme ça. Donc, même les citoyens, même tout simplement les citoyens, pouvoir voilà, bien avoir connaissance du risque qu'il peut y avoir voilà, au niveau des émissions et de l'impact du changement climatique. Emmanuel, tu peux changer les diapos. Donc, après la stratégie, il faut mettre en place différents systèmes avec différents outils. 2 outils de base importants, très importants pour mettre sa stratégie bas carbone. Ce sont un management de l'énergie, qui peut être soit un audit énergétique ou une certification ISO 50001. Et puis, donc ça, c'est pour le volet énergie. Pour le volet émissions de gaz à effet de serre, réaliser un bilan des émissions est un point très important. Ces 2 outils-là sont la base, on va dire. Après ces outils, on peut faire appel à différentes aides en fonction de sa stratégie, hein, mais tels que des certificats d'économie d'énergie, des crédits d'impôt sur les entreprises, notamment au niveau de la rénovation des bâtiments pour les TPE-PME. Un petit focus sur l'industrie. Alors, il existe différents appels d'offres, d'appels à projets au niveau de l'ADEME notamment, à travers le fonds chaleur pour l'appel à projet BCIAT, donc biomasse, chaleur, industrie, agriculture et tertiaire notamment, qui est une aide à l'investissement et maintenant aussi au fonctionnement. On a aussi d'autres appels à projets tels que l'appel à projet CSR, l'appel à projet industrie décarbonation, donc qui sont des aides à l'investissement. Donc tout ça, c'est des outils qui peuvent être mobilisés dans sa stratégie et qui sont importants, qui sont très importants au niveau de l'entreprise, quoi. Il existe aussi d'autres dispositifs d'aide qui à une échelle, on va dire, plus petite, puisque les appels à projets sont réservés surtout à des gros investissements, notamment dépassant les 3 millions d'euros. Il existe donc en complément le guichet de soutien à l'investissement ASP, voilà, qui est assez complémentaire. Et il existe aussi l'appel à projet hors place de l'ADEME, qui permet d'intégrer des matières plastiques recyclées, qui est un point important aussi de la SNBC, d'intégrer des matières recyclées dans le process, quoi. Donc, un petit focus sur le premier outil, donc, qui est le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Je vais vous le présenter sous le côté entre guillemets réglementaire, mais qui a un impact après indirect sur les petites entreprises et toutes sortes d'entreprises même. Donc tout d'abord, le bilan de gaz à effet de serre, donc c'est une évaluation des émissions de gaz à effet de serre sur une organisation, sur une année donnée d'activité, répartie par poste d'émission, donc qui sont les scopes 1, 2 et 3. 1 qui est les émissions directes liées à l'entreprise, 2 les émissions indirectes liées à l'énergie, et 3 les émissions indirectes autres.
Donc, juste pour vous dire un petit peu les nouveautés qui peuvent exister, notamment liées à la loi énergie-climat, qui est entrée en vigueur le 9 novembre 2020, donc qui renforce la partie émissions significatives indirectes, donc qui peut avoir des répercussions sur les sous-traitants, toute la filière amont et aval d'une entreprise. Donc, il n'y a pas que les grosses entreprises qui peuvent être concernées par ces bilans de gaz à effet de serre, entre guillemets. Ça peut être des choix pour les entreprises en termes de sous-traitants, etc. Donc, pour les bilans de gaz à effet de serre, donc il y a cette quantification et il doit y être joint un plan de transition qui doit fixer les objectifs, les moyens et les actions envisagées. Donc, les nouveautés, c'est bien de fixer des moyens et objectifs. Donc ça, c'est instauré par la loi énergie-climat qui renforce ce point-là. Donc, c'est pas négligeable. Ça renforce encore les nouveautés et la prise en compte du changement climatique et la quantification des émissions de gaz à effet de serre. Voilà, diapo suivante. Donc, comme je vous ai dit, les bilans de gaz à effet de serre concernent essentiellement concernent les entreprises de plus de 500 salariés. Peuvent être dispensés de ces bilans de gaz à effet de serre les entreprises qui ont une déclaration de performance extra-financière sur le parti plan de transition essentiellement. Sur le bilan de gaz à effet de serre, il doit être fait et publié. Il doit être réalisé tous les 4 ans. Bon, après, il peut exister différentes sanctions si le bilan de gaz à effet de serre n'est pas fait. Notamment, elle est passée l'amende de 10 000, une amende maximale de 1 500 à 10 000 euros et peut passer 20 000 euros en cas de récidive, notamment. Donc, même si ces bilans de gaz à effet de serre ne concernent que les grandes entreprises de plus de 500 salariés, c'est vrai que ça peut être une source d'inspiration pour aussi toutes les petites entreprises. Voilà. Donc, en plus du bilan de gaz à effet de serre, il existe aussi d'autres dispositifs, tels que le programme ACT de l'ADEME, qui est très complémentaire des bilans de gaz à effet de serre, qui concerne toutes les entreprises qui peuvent y accéder. Donc c'est assez intéressant pour mettre en place cette stratégie et accéder à différents programmes d'aide et de soutien. Voilà. En fonction de la taille de l'entreprise, il y a différentes aides qui peuvent exister. J'ai pas eu le temps, a priori ça n'a pas fonctionné, mais là vous avez certaines indications de prix, mais c'est en 2020. Donc j'actualise. En 2021, il y a des petits changements à ce niveau-là. Il y a notamment un programme Acte pas à pas qui permet vraiment de mettre en place une stratégie vraiment globale qui va du diagnostic au suivi des émissions, quoi. Voilà. Donc, comment réaliser donc, tout d'abord, il existe une norme, la 14064, qui est une norme internationale qui permet de réaliser ces bilans de gaz à effet de serre. Alors, en France, on l'a décliné sous forme d'un guide. Actuellement, il est en cours de révision. Donc, c'est assez intéressant de pouvoir l'utiliser pour vous, les entreprises, et de l'appliquer à vous. L'autre pilier important, ce sont les audits énergétiques. Je vous ai rappelé rapidement la définition qui est de la directive sur l'efficacité énergétique, donc qui permet d'acquérir une connaissance sur les consommations énergétiques, qui permet de déterminer et de quantifier les économies d'énergie qui peuvent être réalisées de façon rentable. Donc il y a vraiment aussi cette notion de rentabilité derrière, qui est importante, et donc qui permet aussi cet audit de rendre compte des résultats. Donc pour les audits énergétiques, sur le côté volet réglementaire, sont soumis à l'audit énergétique les entreprises de plus de 250 salariés ou celles qui ont un chiffre d'affaires de plus de 50 millions d'euros et qui réalisent un bilan de plus de 43 millions d'euros sur 2 années consécutives. Bon, après, effectivement, ça peut être aussi une source d'inspiration pour d'autres entreprises de taille plus modeste ou de chiffre d'affaires plus modeste. Donc, pour cela, il existe notamment une norme chapeau
la 16247, là, donc, qui est une norme qui est très générale, qui permet d'étudier plus de 80% de ces factures énergétiques, et donc après de pouvoir dégager des préconisations à la suite de l'application de cette norme, qui peut être après déclinée à différents secteurs, le bâtiment, les procédés et les transports. Voilà, il en existe 3 autres, je les ai nommés ici. Donc typiquement, lorsque on répond à la réglementation et qu'on est obligé, cet audit doit être réalisé tous les 4 ans. Et puis donc, à la suite de ces audits, sont identifiés les gisements d'économie d'énergie, avec les préconisations qui peuvent être associées, avec notamment le classement en 3 catégories, avec un temps de retour sur investissement inférieur à 1 an, inférieur à 4 ans et inférieur à plus, que les autres. Je me suis prêté un petit exercice pour aujourd'hui, en fait. Nous, au niveau de l'Adriel, on a un accès à la plateforme de déclaration des audits au niveau régional. On a une action au niveau régional, mais on a quand même aussi un pouvoir de lecture au niveau national. Donc, j'ai essayé de regarder un petit peu les préconisations qui pouvaient exister au niveau national. Donc, en analysant plus de 45 000 au total, je crois, dans notre base, et essayer de retirer un petit peu les quelques préconisations qui peuvent en ressortir avec un temps de retour sur investissement assez faible pour un coût d'investissement assez relativement limité, quoi. Donc, par exemple, on pourrait citer donc en rouge, vous avez notamment les interventions sur les véhicules qui peuvent être intéressantes, avec par exemple, pour l'efficacité sur les véhicules, ça peut être l'usage de lubrifiants tels que des lubrifiants pour moteur, économiseurs, etc., ou pour lesquels peuvent être mobilisés des C2E notamment. On peut penser à recreuser des pneus pour des poids lourds, par exemple, où des C2E peuvent être aussi mobilisés. Donc ça, c'est pour la partie véhicule en rouge. Une préconisation qui pourrait être intéressante aussi, enfin qui ressort de ce qu'on peut avoir au niveau national, en bleu clair, donc avec un temps de retour sur investissement inférieur à 2 ans, tout ce qui touche à la gestion de l'énergie. Donc c'est assez vaste, hein, mais ça peut aller de la formation des salariés en charge de la gestion de l'énergie, de l'industrie en particulier, avec mobilisation de ces 2E particuliers, le ProRefi notamment. Donc là, on peut aller chercher vraiment des aides pour mettre ça en place. Une mise en place d'un système de management de l'énergie aussi qui peut être dedans dans cette partie gestion de l'énergie. Donc voilà, il y a différentes préconisations à l'intérieur de ces grandes catégories, mais qui peuvent être intéressantes à mettre en place. Et puis, je ne vais peut-être pas tous les citer, mais je vous laisserai la présentation, vous pourrez regarder en détail après, mais on a aussi, en organisant les flux de transport, donc c'est le rose en bas, avec un temps de retour sur investissement qui ressort inférieur à 3 ans en général. Donc là, on peut citer par exemple, je pourrais vous citer, il y a des organisations des flux de transport, je ne sais plus en tête comme ça, mais ça peut être des systèmes informatiques, voilà, de pilotage un peu de la logistique, hein. Voilà. Et puis un dernier pour le 4, j'avais dit, ce qui pourrait être intéressant aussi, c'est tout ce qui touche à la production d'air comprimé, donc qui mobilise plus d'investissement, mais qui au final peuvent entraîner qui peuvent donner des temps de retour sur investissement plutôt intéressants quand même. Donc voilà, pas négliger, il y a des choses comme ça. Voilà, juste pour vous donner quelques idées de ce qui peut ressortir de notre base au niveau national et qui peut encourager entre guillemets chaque entreprise à prendre
en main le sujet de l'efficacité énergétique et puis de pouvoir aboutir à des économies d'énergie, des économies financières et qui peuvent donc être intéressantes pour l'entreprise. Bon, toujours pour l'application de ces préconisations, rien ne vaut. Enfin, faut l'adapter à sa stratégie, quoi. Mais voilà, il existe de réelles économies à faire, quoi. Voilà. Merci Albin et Emmanuel pour ces explications. Alors, il y avait une question qui était plutôt concernant les bilans gaz à effet de serre, et notamment qui peut faire des audits pour ces bilans. Alors, je ne sais pas si vous entendez bien la question. J'ai pas entendu la question. Alors, dans le chat, sinon, c'est Bastien Bonneau, ou s'il peut intervenir à ce moment-là pour poser la question, quelques problèmes de connexion. Ouais, qui peut faire les audits en fait énergétiques dans les entreprises? C'est les Socotec, Qualiconsult et compagnie, c'est les mêmes que d'habitude ou c'est des gens qui sont agréés en fait? Ou c'est quelque chose à remplir sur une plateforme Alors pour ceux qui sont obligés, effectivement, à la suite de leur audit, ils doivent le déposer sur une plateforme spécifique. Après, pour la réalisation de l'audit, c'est des bureaux d'études spécifiques du domaine. On peut pas faire de publicité spécifique pour un bureau d'études en particulier, mais la T2E a listé, je le retrouve sur le site, mais a listé des bureaux d'études qui peuvent se charger de réaliser ces audits, quoi. Après, les bureaux d'études doivent être agréés suivant suivant ces normes-là, en fait. Oui, par rapport à la certification. Oui. Et tout ça, ça vient en parallèle de tout ce qui est décret tertiaire, choses comme ça. J'ai zappé un peu un bout de la conférence, mais est-ce qu'il y a un lien quand même entre les deux? C'est complémentaire, mais c'est distinct. Ouais. Les audits énergétiques, c'est vraiment... ouais, c'est distinct. Ok. D'autres réactions par rapport à ces éléments, là, et notamment sur la partie audit, je disais tout à l'heure sur les actions, il y a eu une synthèse de fait en Aquitaine, hein, c'est ça, et plutôt sur les actions préconisées. Par contre, quid aussi de la qualité peut-être des audits? Est-ce que vous avez un retour là-dessus? Comment est-ce que vous comparez un petit peu la différence entre les différents types d'audits? Est-ce que vous avancez là-dessus? Alors justement, c'est un sujet qu'on est en train de s'emparer. Vous voyez, rien que là, spécifiquement pour aujourd'hui, j'ai travaillé sur les 45 000 préconisations. Donc c'est encore un travail qui est encore brut, qui nécessite encore d'affiner les choses et puis voilà, hein, qui nécessite du recul et de l'analyse sur ce qui peut en ressortir. Après, voilà, il y a tout un travail effectivement sur la qualité des audits. Donc on y travaille petit à petit. C'était un sujet qui était un peu mis de côté entre guillemets par notre direction à un moment donné. Et vu tout ce qui peut se passer actuellement et puis voilà, la montée en compétence de tout le monde, on s'empare vraiment du sujet. Et voilà, c'est le travail que je vous présente aujourd'hui, c'est un travail un peu brut qui nécessite d'être affiné et voilà, qui nécessite de prendre du recul sur les choses. Sachant que là, par exemple, ce que je vous propose là, c'est vraiment, j'ai filtré déjà pas mal de choses, notamment, voilà, j'ai travaillé sur les premiers quartiles, les troisièmes quartiles, je les ai exclus en fait. Donc ça exclut aussi des audits qui pourraient être de moins bonne qualité, quoi. Très bien. Je confirme sur la partie, en espérant que ça passe bien, sur la partie AT2E qui a été évoquée tout à l'heure. Donc moi je représente la partie Grand Ouest de AT2E. Il y a déjà des travaux et réflexions qui sont en cours avec l'ADEME notamment et en partie les services, d'autres services de l'État sur la problématique de la qualité et même de l'indépendance autour des audits énergétiques.
Donc, effectivement, la T2E de ce fait-là produit un certain nombre de documents pour citer des bureaux d'études référencés, mais également pour faire avancer, on va dire, globalement une qualité des audits dans leur restitution, dans leur contenu. Ah, on est coupé là. Non, Non, je sais pas. moi je vous entends. Non, Ah bon. non, on a un truc bizarre à l'écran. Je sais pas. Donc ça, c'était juste une remarque. Après, si je peux me permettre, donc il y a l'ADEME vient de sortir un rapport très intéressant sur la neutralité carbone. Et bon, évidemment, je peux pas en évoquer l'ensemble du contenu, mais on y évoque la notion de neutralité carbone des entreprises et des usines, des industries, dont on dit clairement que c'est un petit peu une vue de l'esprit, parce que c'est pas possible d'avoir une labellisation de ce type-là, compte tenu, vous l'évoquiez tout à l'heure, un petit peu des enjeux amont-aval qui peuvent être dans des enjeux importants, et surtout par lesquels on mettait en garde contre une tentation d'atteindre une neutralité uniquement par de la substitution en achetant évidemment les certificats qui vont avec à bon prix. Et surtout, ce qui était évoqué, ce que j'ai retenu, c'est que la notion de neutralité carbone se joue beaucoup à l'échelle plutôt d'un territoire. Et je voulais savoir, du coup, si en Pays de la Loire, il y a un objectif, un programme de ce type-là, sachant que ce soit T2E qui est impliqué Horace également, il se passe des choses actuellement en Bretagne avec le programme Ambition Énergie Climat, qui vise justement à l'échelle de ce territoire-là à conduire une réflexion pour animer quelque chose qui, au-delà des directives nationales, permettent d'activer les choses. Et c'est évidemment sur un des rôles d'Horace nécessairement. Est-ce qu'il y a des choses qui sont déjà en préparation à ce niveau-là, un groupe de travail, de réflexion, une politique locale, régionale? Alors, au niveau territorial, c'est la région qui est chef de file énergie-climat. Donc, dans le cadre du SRADET, le schéma régional d'aménagement durable des territoires, je vous passe, c'est pas le sigle exact, mais vous en avez sans doute entendu parler, qui est un peu la politique générale pour la région en termes d'aménagement du territoire. Donc, c'est ce document-là qui doit être porteur des objectifs spécifiques pour les Pays de la Loire. Donc il y a cet objectif de neutralité carbone qui est annoncé. Il n'y a pas de démarche similaire sans doute à la Bretagne pour le moment. Mais sachant que au niveau régional, ça se fait dans l'oreille. On est partie prenante en tout cas. S'il y a des réflexions à mener, Horace sera partie prenante. Voilà, je pense qu'il faut se rapprocher aussi de la région en la matière. Voilà. Mais c'est vrai, sur les territoires, oui, il se passe aussi des choses. Il n'y a pas que dans les entreprises. Dans les collectivités, il y a les plans climat territoriaux qui sont porteurs aussi d'un certain nombre d'objectifs et d'actions de transition. On va avoir là cette année, dans le cadre notamment du plan de relance, les contrats de transition écologique, les contrats de relance et de transition écologique, également au niveau de toutes les EPCI de la région. Donc les territoires aussi font leur part d'action en termes de transition. Et c'est bien effectivement au niveau d'un territoire complet qu'on peut avoir une vision un peu globale de la neutralité carbone. Et je suis d'accord aussi sur votre réflexion sur le fait que la neutralité carbone d'une entreprise, elle ne peut pas se baser uniquement sur de la compensation. C'est évident que à un moment donné, il faudra aussi qu'elle s'engage elle-même dans ses activités, dans ses process, dans une vraie transition. Très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on peut remercier en tout cas Emmanuel et puis Albin pour leur présentation. Donc les supports, l'enregistrement aussi, puisqu'ils ont accordé donc pour être diffusé donc à l'ensemble des participants aujourd'hui.
Puis je tiens à remercier, hein, enfin, en tout cas tous les participants et puis également les membres du bureau, ou ce qu'il en reste, pour votre écoute. Et puis on vous donne rendez-vous, en tout cas présent le 29 juin prochain. Donc lors de l'Horace Energy Tour, et puis également lors du prochain conseil d'administration pour ceux qui sont concernés, donc le 6 juillet matin à 10h30. Merci à vous toutes et tous et à très bientôt. Au revoir. Merci.